la liberté de rêver. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, à main levée, qui d'entre vous, étant enfant, se souvient avoir eu un rêve? N'importe lequel. Incroyable, mais très peu, on est d'accord? Et je pense que c'est dû au fait que, selon ma remarque en tout cas, dans notre système éducatif, on a cette idée de la réussite. C'est-à-dire que le succès, pour être successful, il faut aller à l'école, travailler et ensuite avoir une vie de bureau. Tu as réussi ta vie. C'est pas mal, c'est d'ailleurs très bien. L'éducation, elle est primordiale. Il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut se former, se forger, avoir les connaissances et les expériences nécessaires pour bâtir la vie qu'on mérite d'avoir, qu'on veut avoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut supprimer nos rêves. Ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de rêver. Parce que lorsqu'on met un frein à cette capacité de rêver, on est en train de tuer la créativité que l'enfant a. Et on est tous d'accord qu'étant enfant, on a des imaginations incroyables. Et c'est justement ces imaginations-là, cette créativité-là qui nous permettent plutôt d'avoir cette authenticité-là. Donc en dehors de tous les diplômes qu'on a, en dehors de tout ce qu'on peut accomplir en termes académiques et professionnels, on peut avoir une autre valeur ajoutée. On peut créer quelque chose. Les choses les plus folles au monde aujourd'hui, l'iPhone, la voiture électrique, sont créées par des gens qui étaient considérés étant fous. Parce qu'ils avaient un rêve, ils croyaient en quelque chose que le monde croyait impossible. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de rêve. Osez rêver. Et pour comprendre la jeune dame qui se tient devant vous aujourd'hui, Saramba, comme tout le monde connaît, enfin peut-être quelques personnes ici aujourd'hui, il faudrait remonter à quelques années auparavant et revisiter un peu la petite Mariama Saramba du primaire. Bon, à l'époque, je ne savais pas que mon nom commençait par Néné, donc c'était Néné Mariama Saramba, mais ça c'est une histoire pour un autre jour. Donc Mariama Saramba, Saint-Georges, primaire, élève studieuse, toujours première de sa classe, quelquefois deuxième, mais qui, lors de chaque kermesse, et je me souviens très bien, en avril, on a ces activités extrascolaires-là qu'on appelle kermesse, et chaque classe doit y participer, doit monter un spectacle, que ce soit en termes de théâtre, de chant, doit présenter quelque chose en tout cas, c'est participatif. Et donc il fallait aussi qu'il y ait une mise pour chaque classe. Et je me souviens que mes camarades de classe me désignaient, pour la toute première fois, je pense que j'étais en 3e année du primaire, me demandaient « Ah, c'est elle la mise de la classe, vas-y, représente-nous ». Je suis comme « Ok, d'accord, je suis petite ». Et je me souviens être montée sur scène pour la toute première fois pour défiler. Et j'avais l'impression que j'étais seule. J'avais l'impression qu'il n'y avait personne qui me regardait, j'étais toute seule là. J'étais en extase, j'étais tellement heureuse que je me disais « Waouh, c'est quoi ça ?» J'ai l'habitude d'avoir le A et de oui, la première de la classe, tout ça, mais ça c'est différent. J'ai ressenti une sorte de confiance qui émanait de moi que j'avais jamais ressentie auparavant. Et par la suite, j'ai compris c'était quoi la passion. En dehors de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut aimer, c'était de la passion que je ressentais. Pas parce que j'aimais me trimballer devant les gens, mais parce que j'avais cette confiance en moi-là. Je me disais, waouh, je peux faire ça, je suis capable de faire ça et j'aime faire ça. Et du coup, j'ai continué à le faire chaque année. Et dites-vous que lorsqu'on est au primaire, on le fait juste pour participer. Donc, c'est pas vraiment une compétition. Donc, tu peux pas être Miss de l'école en étant au primaire. Il faut être au collège. Donc, c'est à partir du collège jusqu'au lycée. Donc, chaque année, je l'ai fait de la 3e année jusqu'en 9e année. J'avais 14 ans. J'ai participé encore une fois et j'ai gagné. J'étais Miss Saint-Georges à 14 ans. J'étais, ouais, j'ai battu les filles du lycée. J'étais trop contente. Et je me souviens que j'ai reçu mon premier salaire à 14 ans. C'était un chèque de 500 000 francs guinéens. À l'époque, c'était beaucoup, hein. Et vu que j'étais encore enfant, je suis venue, j'ai donné à mon père, j'ai dit « Papa, tiens, voilà, j'ai gagné ça ». Il m'a répondu « C'est ton argent, garde-le, tu le gardes ». Je suis comme « Ah oui, c'est à moi ». Parce qu'en étant enfant, quand tu as de l'argent, tu confies à tes parents. Il m'a dit « Oui, c'est à toi, tu l'as mérité, tu l'as gagné ».
Et je ne peux pas vous expliquer ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais tellement contente, pas parce que j'ai gagné un prix, pas l'argent en tant que tel, ou pas le prix, pas la couronne, etc. Mais cet argent, je l'ai mérité. J'ai travaillé pour. Et je me suis dit, ok, donc je peux faire ça, gagner, avoir tout ce sentiment-là, et aussi mériter, avoir un salaire, gagner quelque chose. Donc voilà, chaque année, j'ai continué à le faire en dehors de l'école. J'ai fait un deuxième concours 2 ans après, et j'ai gagné. J'ai fait un autre concours, c'était en 2011. Donc en 2013, je suis partie au Canada, j'ai fait un autre concours, j'ai gagné. 2014, j'ai fait Miss Guinée Canada, j'ai gagné. Donc on va se dire, ouh, elle gagne toujours. Mais après, je me suis dit, vous savez quoi? Tout ça, c'est bien beau, c'est des couronnes, c'est intéressant, mais j'ai envie que la prochaine fois que je participe à un concours, qu'il y ait une valeur ajoutée, que je puisse représenter mon pays à l'international, parce que je sais que j'en suis capable. Et j'avais déjà commencé à voir des vidéos de Miss Monde, la Guinée avait déjà commencé à participer à Miss Monde, j'ai dit, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. Donc j'ai dit, j'ai mon contrat avec mes parents, il faut que je finisse mes études d'abord pour que je puisse faire peu importe ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai attendu, sagement. En 2017, à l'obtention de mon baccalauréat en comptabilité, j'ai dit, bon, là, le contrat, il est fini, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Donc je contacte le comité Miss Guinée parce qu'il faut passer par là, par le national pour aller à l'international, vu que c'est le comité Miss Guinée national qui a la licence pour Miss Monde. Tout est beau, sauf qu'il y a suspension. Donc, je ne peux pas participer. Pendant 2 ans, j'attends. Bon, entre-temps, j'ai ma vie professionnelle, donc je travaille, j'étais au Canada, je vivais ma vie, mais mon cœur n'y était pas, parce qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de faire, que j'arrivais toujours pas à faire, et vu que voilà, il y a un temps à respecter. Je prenais de l'âge et je me disais, oui, mais pour faire Miss Monde, il y a un certain âge à ne pas dépasser, et si ça continue comme ça, je vais me réveiller un jour, j'aurai 35 ans et j'aurai pas fait ce que j'ai toujours rêvé de faire, et ça sera trop tard parce qu'il y a une limite d'âge. Et puis finalement, en 2019, les activités ont repris, et j'ai dit, ouais, c'est bon, je participe à Miss Guinée nationale pour aller à Miss Monde. Le but, c'était jamais d'être Miss Guinée. Le but, ça a toujours été aller à Miss Monde. Et pour aller à Miss Monde, la porte d'entrée, c'est là. Donc je reviens, pour participer, je suis confiante. J'ai dit, ouais, chaque fois que j'ai participé, j'ai gagné. Donc ça, t'as la confiance. Et du coup, je me souviens très bien que quelques temps avant la compétition en 2019, il y a des articles pas très gentils, qui sont non fondés, qui sont sortis sur moi. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ça disait non, elle ment, elle n'a pas 24 ans, elle en a 27, elle a dépassé l'âge. Non, elle a payé 15 000 $ pour... On sait déjà que c'est elle qui va gagner, mais qui dans sa tête va payer 15 000 $ pour gagner 1 000 $? On ne sait pas, mais les gens y ont cru quand même. Et plein d'autres choses qui n'étaient pas gentilles, donc moralement, ça m'a déstabilisée. Je voyais que les médias reprenaient beaucoup ça. Et finalement, j'ai dit, ok, tu sais quoi, tu as déjà sacrifié beaucoup de choses, tu es déjà là, fais-le quand même. Et je participe à Miss Guinée en 2019, je ne gagne pas. Enfin, je faisais partie des gagnantes, j'étais 2e dauphine, mais je n'ai pas eu la première place. Donc j'étais démoralisée, je ne vous le mens pas. Première 24 heures était assez difficile pour moi parce que c'est comme si tu avais l'impression d'être là, puis tu tombes là et tu ne comprends pas forcément pourquoi. Parce que c'est sûr, c'est une compétition, on était 20 candidates et chacune avait envie de gagner, donc chacune, nous toutes les 19 autres, on était un peu stressés, on n'a pas gagné, on était un peu... voilà. Mais ensuite, j'ai vu que ma famille, mes amis, toutes les personnes qui me connaissaient savaient que ça me tenait à cœur et commençaient un peu à s'inquiéter pour moi parce que pendant 24 heures, j'ai dormi, quoi, je voulais rien savoir. Et par la suite, j'ai relativisé parce que je suis croyante, je crois en Dieu, je suis musulmane, pratiquante, et je me suis dit, tu sais quoi ? Si tu ne l'as pas eu, c'est que ça ne t'était pas destiné. Si cette couronne t'était destinée, tu l'aurais eue. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, j'ai relativisé. Je me suis dit, tu fais partie du trio gagnant. Donc, tu as toujours une chance d'aller à Miss Monde. Quoique petite comme chance, mais elle existe toujours. Et maintenant que j'y réfléchis avec le temps, parce que c'est en 2019, je me dis que la meilleure chose qui me soit arrivée, en 2019, c'était de ne pas gagner le concours Miss Guinée. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était une façon pour Dieu de m'apprendre l'humilité. Parce que j'étais en mode, à chaque fois que je participe, je gagne. Cette fois-ci, Dieu a dit, ah, tu veux ça ? Ben, va falloir cravacher encore dur pour l'avoir.
Il va falloir redoubler, voire tripler d'efforts pour obtenir cette chose que tu dis vouloir tant. Et j'ai commencé à avoir une opportunité. Je me suis dit, Sarah, tu es en 3e place, tu as toujours une chance minime, mais là, c'est le moment de travailler, prouver que non seulement tu mérites d'y aller, mais tu es digne d'y aller. Rester moi-même, je continue à faire mes activités caritatives, j'ai commencé à travailler avec des gens incroyables tels que l'Harmattan Guinée, avec qui on a fait pas mal de choses, et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé. On a fait des projets avec le PNUD, etc., par-ci, par-là. Et vu qu'il y avait la pandémie, Miss Monde ne s'est pas passée en 2020, mais j'étais quand même en train de regarder sur le radar et tout, quand est-ce que ça va se passer. Et au fil du temps, avec beaucoup de prières, beaucoup de travail, beaucoup de patience, finalement, Miss Monde est annoncée, et puis voilà, avec le comité Miss Guinée, les décisions sont prises. Sarah, tu représentes la Guinée à Miss Monde. J'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, de gratitude, j'ai remercié Dieu, et j'étais aux anges. C'était, on peut dire, une période où je pourrais dire la plus heureuse de ma vie, mais en vrai, c'était une période assez compliquée parce que vu que j'étais pas Miss Guinée, ça commençait à créer des polémiques parce que les gens n'avaient pas forcément les informations factuelles par rapport au concours Miss Monde, qui fait que même les dauphines peuvent aller représenter le pays, parce que chaque concours au monde est différent. Il y a Miss Monde, il y a Miss Univers, etc. Et chaque concours a des codes particuliers, recherche des profils particuliers. Et moi, je savais que j'avais le profil Miss Monde, ayant déjà fait plusieurs activités caritatives à travers le monde, donc la Chine, l'Amérique du Nord, l'Afrique, etc. Donc j'étais confiante que mon profil correspondait. Mais je savais que beaucoup de Guinéens n'avaient pas forcément ces informations-là, parce que pour eux, c'est Miss qui doit partir. Ils n'ont pas totalement tort, mais il y a toujours des loopholes, comme on dit. Et du coup, fallait garder les pieds sur terre, la tête haute, continuer à travailler, mais également, on va dire, passer cet orage-là tout en restant concentré avec le peu de moyens qu'il y avait, se préparer. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont quand même beaucoup aidé, que je remercie encore aujourd'hui. Et ensuite, on est allé à Miss Monde, on a fait comme on a pu avec les moyens du bord. Et pour ceux qui ne savent pas, on a été classé pour la toute première fois dans le top 40, ce qui est la première qualification de la Guinée à tout grand concours international. Et au-delà de ça, au-delà de ce classement dans le top 40, on a vécu quelque chose que je trouve assez exceptionnel. Et pour moi, à ces égards-là, on a gagné. Parce qu'on a su avoir une mobilisation forte. On était tous des Guinéens, on était un et unique peuple, unis pour une et même cause, celle de faire valoir notre chère Guinée à travers le monde. On a voté, on a commenté, on a montré qu'on est puissant, on a montré que ouais, le rouge, jaune, vert, c'est nous. Et pour moi, à cet égard-là, on a gagné parce qu'en partant du président de la République jusqu'à, je sais que ma tante Apita, elle me disait que les gens votaient même au marché, disaient en poula, ça veut dire j'ai appuyé sur l'étoile parce qu'il fallait appuyer sur l'étoile pour avoir liké la photo, donc pour avoir voté. Donc c'est pour vous dire que ça partait du tout au tout. On était tous au pied d'égalité pour la même cause et on l'a fait avec plus de 21 millions de votes, ce qui est extraordinaire devant des pays asiatiques, sachant que le taux de pénétration d'Internet en Guinée est quand même minime comparé à des pays autres. Donc je trouvais que c'était exceptionnel. Mais au-delà de ça, ce que je trouve encore incroyable, c'est le fait d'avoir réussi en quelque sorte tous ensemble à changer ne serait-ce qu'un peu les mindsets, donc les mentalités. Ce qui fait qu'avant, on est d'accord que les concours Miss avaient quand même un tout petit peu une connotation négative, on ne sait pourquoi, mais maintenant je voyais des parents qui étaient fiers, qui pourraient même accepter potentiellement que leur enfants participent à des concours de beauté. On voyait que l'intellect était mis beaucoup plus en avant. Des fois, je vous jure, je marche dans la rue, je vois des femmes voilées qui sont contentes de me voir, qui sont fières. Et je me dis, waouh, quel impact.
Parce qu'on se dit concours de beauté, on pense souvent que c'est des femmes qui se dénudent ou c'est l'objectification de la femme. Bon, chacun a un peu son mot à dire, mais là, ça allait au-delà, ça a eu un impact. C'était comme, Miss Monde, c'était pour la Guinée devenu comme, like we say in English, a beacon of hope. C'était devenu un espoir. Et pour ça, je pense qu'on a changé un peu la mentalité. Les générations à venir auront beaucoup plus de soutien. On a ouvert la porte, on va dire, à une nouvelle génération pour laquelle ça sera beaucoup plus facile de réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient, que ce soit un concours de beauté ou peu importe le concours auquel la Guinée doit se manifester dans le futur. On sait qu'il y aura une mobilisation parce qu'on en est capable. On sait qu'il y aura un soutien, qu'il soit financier, moral, etc., parce qu'on en est capable. On a su le prouver. Donc je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et je vais vous laisser avec ces quelques mots. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes filles ou même aux jeunes hommes, parce qu'on ne va pas suivre le patriarcat et puis mettre de côté les garçons comme ils ont l'habitude de mettre de côté les femmes, c'est d'oser rêver, de croire en soi, de faire en sorte que nos rêves deviennent des objectifs et de se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Mais de ne pas attacher sa valeur à ce rêve ou à cet objectif. Parce qu'on est bien plus que cela. Chaque être humain n'est pas qu'une seule chose. On forme un tout. On a tellement de choses qui font de nous un être humain, c'est ça notre authenticité. Donc, d'associer notre valeur à une seule chose, dire que c'est seulement quand j'obtiendrai cette chose-là que je serai quelqu'un ou que je serai heureux, etc., c'est se fourvoyer. Le bonheur, c'est avoir ce sentiment de gratitude-là tous les jours, dans toutes les activités que nous menons, pour arriver au sommet ou pour arriver à réaliser ces objectifs-là. C'est en s'assurant de profiter, d'apprécier tous ces moments-là, toutes ces personnes-là, toutes ces choses-là qui nous permettent de devenir la personne qu'on a envie d'être, qu'on est heureux. On peut être heureux tous les jours, c'est ça le bonheur. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ça. Merci beaucoup.